Alors, on va enchaîner très logiquement avec Bernard Fontaine de France Télévisions, qui va revenir sur un dispositif très innovant, cette fois-ci basé sur l'assistance vocale, pareil pour la diffusion de Big Data. Oui. Tu veux un micro ou tu préfères rester au pupitre? Ah oui. Bon, tu préfères ça, je crois. Hein. Voilà, ça c'est un petit assistant vocal, je l'ai apporté. C'est un des rares d'ailleurs assistants vocaux, celui-ci, qui est avec des batteries. Voilà, on peut le promener un petit peu n'importe où. Oui, j'avais amené un petit film, je ne sais pas si la régie l'a. Enfin, oui, non? Vous pouvez le lancer, ça c'est une explication de mes confrères journalistes lorsqu'on a lancé ce service-là qui en gros résume. Je suis très heureux de vous retrouver avec Clémentine Sarlat pour évoquer avec vous une innovation France Télévisions qui va révolutionner votre quotidien pendant la période des Jeux. Vous allez voir, c'est assez fantastique. On va parler d'intelligence artificielle, Clémentine. Alors évidemment, je sais que tu doutes de mes compétences en matière de nouvelles technologies, mais vous allez le voir, chez vous, vous allez pouvoir l'utiliser, c'est assez simple. La première fois que vous allez faire appel à un assistant personnalisé sur la durée des Jeux Olympiques. Vous allez avoir une base de données assez phénoménale, vous allez comprendre tout ça. Comment ça marche? Vous prenez des enceintes connectées et le principe est tout simple, vous allez faire comme moi, regardez, c'est facile. OK Google, je veux parler à France TV Sport. Très bien. Je vous affiche la version test de France TV Sport. T'es bluffé déjà. Ça marche. Vous pouvez m'interroger sur les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple pour connaître les résultats, le programme, le tableau des médailles. Regardez bien. Résultat, Martin Fourcade en poursuite. En biathlon, 12,5 km poursuite homme. Voici le résultat officiel. Martin Fourcade a terminé 48e. Que souhaitez-vous faire? Vous pouvez par exemple me demander le tableau des médailles, le programme ou les résultats complets. Mais on peut avoir comme ça accès à plein de données, Clémentine. Oui, notamment le classement. Regardez, je vais lui poser la question pour les médailles. Tableau des médailles. Voici le tableau des médailles. L'Italie est première avec 23 médailles dont 9 médailles d'or. La Norvège est deuxième avec 17 médailles dont 9 médailles d'or. Tout ça évoluera au fil des Jeux Olympiques, mais vous voyez comme c'est simple. Vous posez votre question et en temps réel, vous avez toutes les informations à votre disposition et vous avez bien compris. Alors attendez, on va lui couper un peu le sifflet parce qu'elle aime bien parler, notre amie. Vous avez bien compris qu'elle répondait en plus à toutes les voix, à la mienne, à celle de Clémentine et à la vôtre. Donc n'hésitez pas, vous allez sur notre application France TV Sport et vous pouvez profiter de tout ça. L'intelligence artificielle qui peut-être un jour, malheureusement, Clémentine nous mettra, nous mettra sur le côté au chômage parce qu'il n'y aura plus besoin de l'expertise des journalistes sportifs. En tout cas, c'est une innovation France Télévisions assez incroyable qui vous permet d'avoir une base de données qui est quasiment la même que celle du CIO. C'est ça qui est incroyable. C'est comme si vous étiez au cœur des Jeux Olympiques et que vous pouviez avoir accès à tout ce qui se passe. Bon, Mathieu, on a vu la démonstration avec les enceintes connectées. On a vu que tu maîtrises. Et toi qui es plus jeune que moi, il va falloir que tu en fasses de même. J'ai l'impression. Parce qu'il n'y a pas seulement les enceintes connectées. Vous pouvez aussi utiliser votre smartphone. C'est assez facile. Là, par exemple, j'ai sous iOS et j'ai téléchargé l'application Google Assistant. Dans ma poche, j'ai un Android, si jamais vous n'avez pas iOS. Là, c'est directement intégré au téléphone, donc c'est très simple aussi. Allez, on essaye. OK Google, je veux parler à France TV Sport. Bien sûr, voici la version test de France TV Sport. Que voulez-vous faire? Vous pouvez me demander le tableau des médailles, le résultat d'une épreuve ou le programme à venir. Alors, quels sont les résultats des Français en bobsleigh? Veuillez m'excuser, je n'ai pas compris. Ah non, faut enlever le alors. Quels sont les résultats? Vous pouvez me demander le tableau des médailles, le résultat d'une épreuve ou le programme à venir. Quels sont les résultats des Français en bobsleigh? Dans quelle épreuve souhaitez-vous avoir les résultats pour la France? En bobsleigh, bob à 2, bob à 4? Bob à 2. En bobsleigh, bob à 2 hommes, voici le résultat officiel.
L'équipe de France, composée de Loïc Coster et Romain Heinrich, a terminé 18e. C'est assez magique. En fait, il faut rester très simple. Exactement. Vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire, les petits mots qui ne servent à rien. Il faut poser des questions directes pour avoir des réponses directes. Alors, dernière question. Pouvez-vous préciser un athlète, une épreuve ou un pays? Tout à fait. Vous pouvez également me demander quel est le tableau, les médailles. Quel est le classement de la France? Voici le tableau des médailles pour la France. La France est 8e avec 9 médailles, dont 3 médailles d'or. Ah, c'est quand même pas mal. Voulez-vous continuer? Tu prends? Ah, je prends 9 médailles, dont 3 d'or. C'est bien pour l'équipe de France. Donc, vous l'aurez compris, que ce soit avec les enceintes connectées ou votre smartphone ou votre Android, vous avez accès à l'intelligence artificielle, à une multitude de données grâce à une innovation France Télévisions. Donc, vous n'hésitez pas. Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, vous êtes au cœur de l'événement grâce à France Télévisions. Bien. Bah écoutez, mes collègues ont quasiment tout dit. Simplement, ce que je voudrais juste vous expliquer, c'est pourquoi nous sommes lancés dans cette nouvelle aventure, dans laquelle on a appris pas mal de choses. Alors, vous le savez tous, ces assistants vocaux, mes collègues en ont parlé tout de suite, existent soit sur des petites enceintes dites intelligentes. Vous aviez vu là sur le plateau, nous avions l'enceinte Google qui est assez connue, là, c'est une petite pyramide. Et un petit cylindre du moins et un petit pavé gris. Et sinon, il existe d'autres industriels, parce que Google fournit sa technologie, elle est fabricante d'enceintes. Celle-ci vient de Taïwan. Et il y en a beaucoup d'autres, notamment des grands fabricants d'enceintes acoustiques. Je pense à JBL et d'autres fabricants qui intègrent maintenant cette techno-là dans les enceintes. Alors, pourquoi nous avons fait ça? D'abord, c'était un travail de R&D dans mon équipe où on a souhaité découvrir un petit peu quelles étaient les capacités de ces fameux assistants vocaux en pur travail de R&D. Ça, c'était fin 2017, parce que c'est très récent, ces assistants vocaux, notamment qui parlent dans notre langue, parce qu'on est français, nous, les droits sportifs, vous le savez, on les a pour notre pays et pas pour les autres. Donc, il était souhaitable de voir quelles étaient les performances de ces assistants vocaux utilisés avec notre langue, celle du français. Google ayant sorti son assistant, puisque cet assistant est public, qu'il soit sur téléphone ou sur ses petits haut-parleurs, on a souhaité mettre en place un travail de R&D au départ. Donc, ce travail-là nous a permis de découvrir très très vite que le système était très puissant. Donc on est sorti assez rapidement du cadre d'ailleurs de ce travail de R&D pour dire finalement ça marche plutôt bien. Ça, nous étions en novembre 2017. Eh bien, allons-y. Et donc, pour les Jeux Olympiques, début 2018, on a dit qu'on va le tester. Et on va le tester en vraie grandeur auprès du public afin de voir ce que l'on peut vraiment en tirer. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire technique de cette plateforme-là parce que ces plateformes sont compliquées. Sachez qu'elles se font et elles ne peuvent pas se faire sans les GAFA. Ça paraît étonnant, mais pour l'instant, une telle solution n'a pu être possible que grâce, en gros, à 3 sociétés. Peut-être qu'on le ferait différemment aujourd'hui, mais en tout cas, lorsqu'on a décidé de le faire, ça se fait, et bien sûr, grâce à Google. Google, qu'est-ce qu'il fait? Il va reconnaître votre voix et il va transcrire, en gros, votre voix dans un premier temps en texte. Si je dis « Bonjour, je veux parler à France TV Sport », instantanément, ça va être traduit en texte. Ce texte, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à un autre acteur très important qui est Microsoft. Microsoft va traiter ces voix-là dans une plateforme qui s'appelle Louis, qui est une plateforme qui va reconnaître en gros votre intention. Votre intention, c'est quoi? C'est « je veux connaître le résultat, la médaille d'un tel ou d'un tel », ou si vous connaissez le nom du sportif, savoir là où il en est. Ensuite, eh bien, c'est là où les choses sont très compliquées parce que, en tant que détenteur de droits, tous les diffuseurs et tous les broadcasters de la Terre entière ont accès aux flux de données. Donc les flux de données, ce sont les informations techniques, les datas qui sont générées au cours de la compétition. Mon confrère tout de suite qui parlait des compétitions hippiques, eh bien ça pourrait parfaitement être adapté à ce type de compétition. Vous avez des données de tracking, des données de positionnement, des données de vitesse pour le ski. Eh bien, l'ensemble de ces données, nous les avons, et c'est ce qui permet tout simplement à nos journalistes de faire leur job, de savoir qui a gagné, qui va peut-être gagner pendant une compétition de biathlon, par exemple. Vous savez, ça dure assez longtemps. Eh bien, l'ensemble de ces informations-là sont fournies aux journalistes et donc aux broadcasters. Et avec ces données-là, on a la possibilité d'éditer nos services de télévision ou nos sites internet, etc. Et tout le monde fait à peu près pareil sur la Terre entière. Simplement, ces datas étant produites, bien entendu, en temps réel, avait-on la possibilité de récupérer ces données en temps réel et instantanément les introduire dans un système comme celui-ci? Là, on est vraiment dans une situation de big data. Ce sont des millions de données, sachez-le, comme des millions de données qui ont été traquées, qui ont été données, de façon à pouvoir
une fois que ces données-là ont été organisées dans une base de données qui est intégrée chez nous, reconnaître cette fameuse intention qui vient de la plateforme Microsoft pour dire je veux connaître l'état de la course où Martin Fourcade est en train de concourir pour savoir exactement où il en est, même s'il n'a pas fini. Eh bien, cette plateforme-là devait être capable de dire il est actuellement à la 3e place et avec tel temps, tel chronométrage, etc. Et ma foi, tout ça, cette théorie en fait a parfaitement fonctionné. Donc la puissance pour des services de ce type est redoutable en termes d'efficacité. C'était un quasi sans faute pour l'ensemble des plateformes. Celle d'Amazon, j'ai oublié de vous citer, sur lesquelles cette base de données était stockée. L'ensemble des plateformes ont parfaitement fonctionné pendant l'ensemble du service. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas suffisant. Parce que ce qui est le plus compliqué, en vérité, pour nous, éditeurs de services à faire, en fait, c'est pas tant cette prouesse technologique, c'est essentiellement de déterminer quelle doit être l'interface. Parce que ça fait plus de 25 ans que nous avons des sites internet, notamment des sites sportifs. En fait, c'est assez facile à faire et on utilise tous aussi les mêmes recettes. Vous voulez savoir, si je prends le cas des Jeux Olympiques, vous aurez 20 compétitions, vous voulez savoir où en est la compétition de bobsleigh, vous avez sur votre appli mobile, sur votre site internet, vous cliquez sur l'onglet bobsleigh. La page va s'ouvrir et va vous donner, comme Clémentine nous disait tout à l'heure, bobsleigh pour A2, A3, A4, etc. Et vous cliquez sur le bon onglet et vous avez votre réponse. Vous n'accepterez jamais sur une assistance vocale d'avoir une voix qui va vous parler pendant peut-être plus d'1 heure et demie pour vous donner l'ensemble de ces pages-là. Si vous prenez l'ensemble des pages d'un site internet où vous allez tout dire sur tout ce qui se passe avant de trouver la réponse, vous allez perdre votre audience parce que l'audience va rapidement être saoulée par ça. Donc la difficulté, en fait, est de trouver l'interface qui soit une interface qui soit le plus près possible d'une interface d'intention humaine, enfin d'une discussion entre êtres humains. Là, bien entendu, vous parlez à une machine. Et donc, vous avez intérêt à trouver alors, je ne vais pas dire à trouver des experts, parce qu'ils n'existent pas. Il y a 6 mois, tout ça n'existait pas. Donc, de trouver des solutions vous permettant de vous rapprocher d'une interface conversationnelle avec l'homme, de façon à être à peu près dans les mêmes niveaux de relation que vous pourriez avoir avec un être humain. Quant à la machine à café, vous dites hier soir, il y avait la compétition de ceci ou de cela, qui a gagné. Cette plateforme-là doit être capable de reconnaître ça. Donc, elle est intelligente, c'est vrai, mais pas tant que ça. L'intelligence artificielle est un argument extrêmement marketing, vous le savez. Donc ça nécessite quand même que les équipes qui vont développer ces services doivent essayer de prévoir en amont un maximum de choses, un maximum de questions qui soient posées. On vient de voir tout à l'heure, ça c'était vraiment direct, le plateau. Quand Clémentine a dit le mot « alors », la plateforme, elle n'a pas compris. Parce qu'on n'avait pas prévu que quelqu'un allait dire « alors j'aimerais avoir ». Voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que la plateforme n'est pas si intelligente que ça. Si maintenant tout le monde pose cette question, alors j'aimerais savoir, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier, on appelle ça le deep learning, donc on va modifier les informations qui viennent et se dire tiens c'est étonnant, le public pose régulièrement cette question-là, on va l'introduire comme un jeu de questions qui est pertinent de façon à ce que cette plateforme-là puisse comprendre et en fait apprendre de l'humain des questions qui sont les plus fréquemment posées, questions que nous n'aurions pas nous pensé utiles. D'autre part, ces systèmes-là sont des systèmes, on a découvert également au cours de cette aventure, durant ces Jeux Olympiques, que ça allait toucher un public qui est extrêmement important, puisque ce public-là cible un peu plus de 10 millions de personnes, 10 millions de nos concitoyens. Ce sont des personnes qui sont victimes d'un handicap et qui sont en fait exclues de nos offres numériques et exclues de vos offres numériques. Alors parmi ces handicaps, bien sûr, il y a le handicap visuel. Comment vous faites quand vous ne voyez rien pour reconnaître une information sur un site internet? Alors évidemment, il y a des solutions. Vous savez, la vocalisation des pages web, si tant est qu'elles sont écrites avec le bon script, de façon à correspondre à des grandes normes internationales qui permettent de reconnaître et de faire descendre. Bon, les sites essaient de se plier à ces normes-là pour satisfaire aux exigences des personnes souffrant d'un handicap visuel. Néanmoins, c'est pas simple. Avec ces solutions-là, on s'est rendu compte, mais là aussi très vite, que ça nous paraissait d'une telle évidence que quelqu'un qui souffrait d'un handicap visuel, instantanément, pouvait avoir la réponse qu'il souhaitait. Et aussi vite qu'un valide. Il y a près d'1 million d'aveugles, sachez-le quand même ici en France, pour ne parler que le pays de la France. Et bien sûr, ce raisonnement-là, vous pouvez le transposer dans tous les pays de la planète. Donc, on a été contacté par les associations d'aveugles. D'ailleurs, on a discuté avec eux, voir un petit peu ce qu'ils pensaient de ces services-là. Évidemment, ils nous ont encouragés à continuer. Et dans vos entreprises, si des initiatives comme celle-ci, vous les avez, je vous encourage également à les faire parce que vous allez naturellement satisfaire à ce handicap évident qui est le handicap des personnes malvoyantes. Mais ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je vous parlais de plus de 10 millions de personnes. Vous avez d'autres personnes qui souffrent d'un autre handicap d'accès au numérique.
ça se chiffre également en millions de personnes, ce sont des personnes qui sont analphabètes ou illettrés. Comment vous faites pour taper le mot Martin Fourcade quand vous ne savez pas que ça s'écrit qu'un M, un A, un R, un T et un N? Comment vous faites? On va dire, ah, on s'en fout parce que nous, on sait écrire. Ben non. C'est des millions de personnes qui ne savent pas écrire Martin Fourcade ou qui ne savent pas écrire le mot bobsleigh. Par contre, ils savent très bien le prononcer parce qu'ils adorent le sport et ils adorent prononcer, ils adorent dire j'adore Martin Fourcade et j'aimerais savoir où Martin Fourcade en est aujourd'hui. Mais comment je fais quand je ne sais pas l'écrire pour accéder à cette offre Internet? Je suis exclu des offres numériques. Je suis exclu de l'Internet parce que, ou soit je ne parle pas bien la langue française pour X raisons, je suis exclu. Avec ces solutions-là, si vous parlez à peu près correctement le français, la plateforme va vous reconnaître et vous répondre. Et un troisième type de handicap, et ces handicaps-là, ce sont des handicaps qui ont été expertisés récemment par les pouvoirs publics. Je pense au rapport Le Pan, qui est public sur les personnes exclues des services numériques, qui sont les personnes, et on en a tous dans notre entourage, des personnes pour qui le numérique, ça ne parle pas. Enfin, ça ne parle pas au sens éthique. Des personnes âgées, parce que c'est pas trop leur truc. Mais parler un petit haut-parleur pour savoir quelle météo il fait aujourd'hui sur Paris, ou si, je ne sais pas moi, est-ce que j'ai reçu un appel, ou est-ce que j'ai reçu un SMS, ou là, où en est Martin Fourcade, pour reprendre l'exemple de notre héros national, eh bien, instantanément, si vous êtes très âgé, vous n'avez pas l'ordinateur, ce que ça ne vous parle pas, vous pourrez proposer à quelqu'un qui souffre de ce handicap d'accès, enfin qui a ce handicap-là, il accédera probablement beaucoup plus simplement à ces offres-là. Alors naturellement, c'est transposable à toutes les offres possibles de l'Internet. Aujourd'hui, la SNCF, par exemple, je pense à la SNCF, je pense à Sephora, le magasin de parfums et de cosmétiques qui s'orientent aussi là-dessus pour vendre des produits, pour essayer de proposer des produits ou des billets SNCF pour la SNCF. Donc vous voyez, comme quoi ça n'a pas échappé à beaucoup d'acteurs que la facilité d'accès à des services numériques par un assistant vocal est quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour nous, médias, ça nous paraît intéressant. Le fait d'avoir fait ces Jeux Olympiques et d'avoir traité autant de données en aussi peu de temps et surtout en temps réel nous a permis d'apprendre ce type de service et d'apprendre ce que l'on peut en faire et ce que l'on peut en espérer. Alors l'utilisation est très simple, les chiffres sont en gros 2 tiers, 1 tiers, hein. 1 tiers qui l'utilise sur des haut-parleurs comme celui-ci, et les 2 tiers sur des téléphones, qu'ils soient Android, comme ça a été dit tout à l'heure dans le petit clip, ou sur un téléphone iOS, évidemment sans Siri, parce que Siri n'est absolument pas compatible avec ces procédés-là. Ça nécessite d'installer une application qui s'appelle Google Assistant sur votre téléphone afin de pouvoir l'utiliser. Alors, nos travaux ne s'arrêtent pas là, parce je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais on est en train de travailler sur d'autres services qui utilisent cette assistance vocale. Il existe plusieurs plateformes, vous le savez, aujourd'hui une qui est très commune, qui est celle de Google depuis 2017. Amazon n'a pas encore sorti sa plateforme, enfin son service, malgré qu'il soit très populaire aux États-Unis, il ne l'a pas encore sorti en France. C'est préannoncé, mais ce n'est pas encore sorti du tout. Donc on verra si Amazon sort son système. Je pense à Orange également, qui va peut-être sortir sa plateforme Jingo. Et pratiquement toutes ces technos-là marchent à peu près de la même façon. Donc pour nous, éditeurs, et aussi pour vous, si vous éditez des services, pensez à concevoir des services qui puissent naturellement être ventilés sur toute cette plateforme-là. Car interroger une plateforme comme Amazon, interroger Jingo d'Orange ou interroger Google Assistant, en gros, vous satisfaisez une audience qui est l'audience qui va utiliser, qui va faire son choix d'équipement à la maison, je crois tout à fait respectable. Simplement, attention à une chose quand même, c'est que ces plateformes-là sont vues côté technologique comme des plateformes comme des services qui doivent être labellisés et validés par ces plateformes-là. Une plateforme comme celle-ci ne s'est pas faite sans Google. Google a dû accepter, valider, exactement comme une application Android que vous pourriez publier. Google a son mot à dire sur la qualité de votre développement et le fait que cette plateforme-là, vos développements puissent fonctionner sur leur service. Et ce sera probablement la même chose avec Amazon. Ou des contraintes qui sont des contraintes, cette fois-ci un peu plus délicates, qui vont être des contraintes business. À savoir que ces plateformes-là vont vous encourager ou clairement vous interdire de faire certaines fonctions. Celle d'Orange, je ne sais pas encore le dire parce qu'elle n'est pas encore publique, mais en tout cas, ces plateformes-là vous autoriseront, vous interdiront de faire des fonctions. Je pense par exemple aujourd'hui, pour ne parler que cette plateforme qui est sortie, celle de Google, qui vous interdisent aujourd'hui de faire de la publicité.
Donc c'est important parce que le modèle économique qui peut être accroché à ça est à voir, parce qu'une application, un développement naturellement coûte de l'argent, et donc il est nécessaire de bien penser à la pertinence d'un service et de trouver la bonne balance entre le service, son intérêt, votre capacité à pouvoir le financer, et à la plateforme d'accepter que vous fassiez ou pas de la publicité dessus. Alors pour l'instant, la publicité n'est pas autorisée au sens... comment vous dire ? Aujourd'hui, il y a 2 types de services qui peuvent fonctionner sur une plateforme Google. Des services qui vont être en gros le déclenchement de podcast, et tout simplement un déclenchement de podcast, de flux radio. Je veux écouter Europe 1 ou le dernier flash info d'Europe 1, et là vous verrez, vous allez entendre une publicité chez Europe 1, et ensuite le dernier flash info d'Europe 1 ou celui de France Info par exemple chez nous. Donc cette publicité-là étant accrochée en gros au service audio, elle n'est pas découpée et elle est possible. Sur un service comme celui-ci, où l'intégralité des données sont totalement artificielles, hormis la petite musique de fond que vous avez entendue tout à l'heure, dans ce cadre-là, on ne peut pas déclencher de publicité dans le modèle économique qui est celui imposé par Google. Voilà. Mais il y a d'autres solutions auxquelles on réfléchit avec Google, car Google est parfaitement conscient de ça. Mais il ne pilote pas qu'un projet pour nous les Français. Bien sûr, ces plateformes-là étant internationales, il est nécessaire d'avoir une logique à portée internationale, de façon à ne pas ouvrir des boîtes de Pandore qui sont ingérables après, quand vous n'avez pas pensé en gros aux effets de bord que ces décisions-là peuvent prendre, notamment sur la publicité. Voilà, en gros, les grandes lignes de ce projet. Il est toujours utilisable. Hein, si vous avez un haut-parleur comme celui-ci à la maison ou un assistant Google, vous pouvez l'utiliser. Ou votre téléphone. Il n'y a rien à faire si vous avez un téléphone Android. Et quant à une plateforme Apple, eh bien, j'ai dit comment il fallait faire il y a 2 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, avec plaisir, je peux y répondre. Oui, bonjour Bernard. Est-ce que le système sera mis en œuvre pour Roland-Garros aussi ? Pour Roland-Garros, pour l'instant, on n'a pas pris la décision de le mettre en service pour Roland-Garros. Ces décisions, si elle se prend très très prochainement parce qu'il y a beaucoup de travail. Roland-Garros, la plateforme est la même. En fait, la plateforme technique est à peu près la même. Les données techniques concernant le tennis sont bien sûr beaucoup plus simples que les données techniques sur les Jeux Olympiques, de par la nature du sport, qui est unique pour le tennis. Mais pour l'instant, la décision n'est pas encore prise. Et il y a eu combien d'utilisateurs sur... On ne communique pas encore sur les données. Ils sont nombreux, mais on ne communique pas sur ces données-là pour l'instant. Voilà. Mais il y en a eu beaucoup. Et Coupe du Monde ? C'est pas pour nous, c'est pas chez nous la Coupe du Monde. Non, mais justement, ça va... la Coupe du Monde pourrait parfaitement utiliser. Bien sûr, la Coupe du Monde pourrait parfaitement utiliser ces technologies-là. C'est tout à fait concevable. En gros, tous les sports. Le monde ou le rugby, la Coupe du Monde de foot, bien entendu, le rugby, les courses hippiques, on en a parlé tout à l'heure. Si je ne peux pas... tout là, je parlais des personnes qui souffraient d'un handicap, mais si vous êtes en voiture et vous avez envie de savoir, si vous êtes passionné de course hippique, savoir où en est l'épreuve qui est certainement en train de se passer, vous êtes dans votre voiture et vous interrogez votre téléphone et vous continuez de conduire sans aucun danger, où en est la course hippique à Auteuil, et votre assistant vocal vous dira actuellement, voilà où en est le classement des chevaux, et vous serez super content parce que vous aurez votre information et continuerez de conduire. C'est adaptable à tous les sports, bien entendu. Et au-delà des sports, est-ce que vous êtes aussi en relation avec la partie éditoriale et journaliste sur les news ? Alors, sur les news, c'est beaucoup plus facile à faire sur les news. Ce qui est plus délicat à faire sur les news, mais par effet de bord, on peut dire aussi que c'est aussi le même problème pour les sports, c'est que sur les news, là, vous parlez à un objet physique, qui est un haut-parleur ou bien votre téléphone. Et ce qui peut déranger, c'est une remarque d'ailleurs qu'on a faite récemment à Google. Sachez que dans le paramétrage du service, les voix qui vont vous répondre sont imposées par Google. Vous avez 4 voix. Il y a 3 voix de femmes et une voix d'homme, je crois. Donc vous allez choisir une voix. Ce qui est embêtant pour les news, c'est un petit peu comme si je passais dans ma voiture sur RMC, j'écoute Jean-Jacques Bourdin, je passe sur Europe 1, c'est encore Jean-Jacques Bourdin. Je passe sur RTL, c'est encore Jean-Jacques Bourdin, etc., etc., etc. Ou un autre journaliste, bien entendu. Cette voie-là est imposée par Google. Donc je pense que les journalistes ou les passionnés les passionnés ou n'importe le public aura du mal à comprendre que finalement c'est toujours la même voix qui lui répond. Si je vais sur le site de France Info ou si je vais sur le site du Monde ou celui du Figaro et autres, alors pour l'instant, les éditeurs font beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'ils découpent
des journaux ou font des petits flashs parlés. Et donc la voix, on n'utilise absolument pas les fonctions de voix de synthèse et les techniques complètement algorithmiques qui sont mises en place sur les plateformes de Google, mais c'est une réponse très simple et vous avez le dernier flash info de RTL ou d'Europe 1 avec la voix de votre journaliste préféré, qu'il soit d'Europe 1, de France Info, ou d'RTL ou de n'importe quel autre média. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être que cette limitation-là sur les voix est peut-être un problème pour la presse, d'identifier, de personnaliser ce que ces grandes plateformes-là disent. Elles cherchent vraiment à faire en sorte que le service soit le plus personnalisé possible. Au sens, comme vous êtes censé parler à un être humain qui naturellement est totalement virtuel, avoir une personnalisation, éviter le côté très, très synthétique et très mécanique. Donc l'intérêt de ces plateformes-là, je pense que les solutions existent, en tout cas Google les maîtrise très bien, c'est de pouvoir proposer à un éditeur des voix qui vont être des voix personnalisées. Si je prends le cas de notre entreprise, notre société, eh bien vous avez des journalistes qui ont des timbres très célèbres. Je pense à Nelson Montfort, parce qu'elle est imitée par plein d'imitateurs. Si vous parlez, vous choisissez que ce soit Nelson Montfort qui vous parle, vous aurez dans ce cas un lien beaucoup plus intime avec cette plateforme-là, parce que c'est Nelson qui vous parle. Et puis Nelson, vous allez engager des conversations. On va programmer ces réactions avec ce journaliste d'une façon à vous donner envie de revenir, parce que la relation est quasi humaine. Voilà. Simplement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas sur ces plateformes. Enfin, ça n'est pas mis en service. D'autres acteurs aujourd'hui, parce que vous doutez bien que ces services-là sont gérés, des projets extrêmement importants ont lieu un petit peu partout. Je pense à l'autre côté de ces puissantes sociétés, je pense au côté asiatique, et notamment je pense aux Chinois. Aux Chinois de Tencent, par exemple. Tencent a publié récemment une information de leur capacité à pouvoir imiter n'importe quelle voix humaine. Donc faire en sorte qu'en quelques minutes, n'importe quelle voix humaine pourrait être parfaitement copiée. Et là, on peut imaginer qu'il est beaucoup plus simple pour des acteurs qui utiliseraient cette technique-là. Pour l'instant, ça ne parle que le chinois. Donc vous ne vous lancez pas pour chercher pour trouver l'API de la voix de Tencent, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, ces techniques-là sont maîtrisées. On a d'ailleurs, nous en France, une société qui maîtrise ça assez bien, qui est à Lannion, et qui maîtrise parfaitement la copie de la voix humaine. C'est celle qui vous donne les horaires dans les trains, dans toutes les gares françaises, par exemple. Elle s'appelle Voxygène, et la société Voxygène aujourd'hui maîtrise parfaitement ce travail-là, avec une façon totalement différente de Tencent, bien naturellement, que Tencent travaille avec des moyens qui sont hors de portée de nos sociétés hexagonales, bien entendu. Bon, et Bernard, merci beaucoup. Ça ouvre des perspectives. Sachez que Google vient d'adhérer au pôle, donc ils seront là cet après-midi pour vous expliquer aussi en quoi ils peuvent s'ouvrir à vos... Bon, déjà, vous fournir quelques services, mais aussi s'ouvrir à vos innovations et établir des partenariats. Ils seront là dans l'atelier sur services et financement, de même que Orange est membre du pôle. Donc, dès que vous aurez développé cette partie qui reste pour l'instant secrète, je pense que vous aurez beaucoup de demandes de nos adhérents.